Dans l'épisode précédent, on a essayé de voir comment on pouvait comprendre de la meilleure manière les utilisateurs de notre produit, les futurs utilisateurs de notre produit, pour pouvoir comprendre de quoi ils avaient besoin exactement, où étaient leurs frustrations, leurs motivations et tous les déterminants émotionnels qu'on allait pouvoir activer pour leur vendre notre produit et pour pouvoir régler leurs vrais problèmes. Et on a conclu qu'il fallait créer son premier produit. On va parler de ça dans cet épisode, de créer la première version de son produit, parce que c'est vraiment important de comprendre comment limiter cette première version à la version la plus simple possible. Avant de commencer et avant de partir dans de la théorie et d'essayer d'expliquer des concepts, je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple que j'aimerais prendre, c'est Facebook. Facebook, donc c'est du software, c'est juste un logiciel, c'est juste un site web qui a été créé par Mark Zuckerberg à Harvard en 2004 dans sa chambre. Bon, ok. Pour vous expliquer un peu mieux ce que j'entends par première version d'un produit, il faut qu'on regarde en fait de quoi Facebook était composé à la toute base quand ça a été lancé. À la base, Facebook, c'est quoi? Les motivations et les frustrations que Facebook veut régler, à la base, c'est que quand tu es à Harvard ou dans une université de manière générale, connaître tous les gens qui sont sur le campus en même temps que toi, c'est hyper compliqué. Connaître quelles relations sociales ils ont les uns aux autres, c'est encore plus compliqué. Savoir dans quels cours ils sont inscrits, etc., n'en parlons pas. Pour régler ce problème-là, il y a eu besoin que de très peu de features. Et c'est le deuxième point qui fait une première version de produit très simple, c'est que tu as besoin de peu de choses finalement. À la base, Facebook, c'est une page d'accueil, tu peux t'inscrire, tu crées ton profil, tu renseignes des infos sur toi, tu peux rechercher le profil d'autres personnes et tu peux t'ajouter en ami. C'est à peu près les seuls features de Facebook au lancement. Donc finalement, c'était un produit qui était très simple, surtout par rapport à ce qu'on connaît maintenant sur Facebook. Et les ressources qui étaient nécessaires pour créer cette première version, elles étaient hyper limitées. Il suffisait de savoir maîtriser du PHP et de savoir faire un peu d'HTML, un petit peu de CSS. Pour Mark Zuckerberg, au final, ça lui a pris un peu plus d'une semaine à créer Facebook dans sa chambre, derrière son ordi. Donc, 3 choses. 1, les motivations et les frustrations qui sont les relations sociales sur le campus. 2, le fait qu'il y ait peu de features avec juste l'ajout d'amis et l'annuaire, grosso modo. Et 3, les ressources nécessaires extrêmement faibles qui sont juste savoir coder et passer une semaine de dev. Si on prend un autre exemple, où là, on va pas parler forcément c'est un produit qui est plus physique et où on peut développer la première version sans coder, sans savoir coder. Uber. Uber, c'est un exemple de ça. Avec Uber, c'est quoi les motivations et les frustrations qu'on veut régler? La motivation, c'est je veux pouvoir me déplacer facilement d'un point A à un point B. Les frustrations, c'est surtout que tous les modes de transport qui sont connus avant Uber sont vraiment pas pratiques, grosso modo. Genre les transports en commun, il y a des situations dans lesquelles ça fonctionne pas. Les taxis, il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça fonctionne pas. Et à la base, la frustration, elle est observée pour Uber. On raconte qu'elle est observée en sortant de Le Web, qui est un gros salon du numérique à Paris. Les deux fondateurs de Uber se retrouvent dans la neige en sortant du salon sans pouvoir prendre un taxi. C'est hyper compliqué. Donc ils se disent là, il y a une méga frustration qui est je veux pouvoir me déplacer et je suis dans l'incapacité de le faire. Il faut qu'on règle ce problème. Encore une fois, il y a eu besoin de très peu de features pour lancer Uber. Il y a eu besoin de très peu de fonctionnalités. Pour lancer Uber, il fallait juste pouvoir mettre en relation les gens qui voulaient commander des chauffeurs et les chauffeurs. Pour faire ça, à la base, il y a eu besoin juste de décrocher un téléphone et avoir une liste annuaire de tous les chauffeurs qui étaient disponibles pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Les ressources nécessaires pour faire ça, elles sont extrêmement faibles. Il faut un téléphone et un paquet de post-it, grosso modo. Uber a fonctionné sur un paquet de post-it pendant des mois jusqu'à ce qu'ils commencent à automatiser leur process et qu'ils aient bien compris vraiment comment ça marchait. Mais la première version d'Uber, elle était très simple. On veut résoudre le problème du déplacement, on veut mettre en relation les chauffeurs avec les clients et pour ça, on va utiliser des post-it et décrocher notre téléphone et ça va amplement suffire. Je prends un troisième exemple parce que vraiment j'ai envie d'enfoncer le clou sur la simplicité de tous ces services qui sont maintenant devenus très complexes. Mon troisième exemple, ça va être un produit physique, c'est Fempo. Bon, c'est une boîte qui est moins avancée que Uber ou que Facebook évidemment, mais
C'est quand même intéressant. Fempo, encore une fois, elles font des culottes menstruelles qui permettent aux femmes de ne pas avoir à porter d'autres protections hygiéniques que cette culotte pendant leurs règles. Et à la base de Fempo, la motivation et les frustrations, c'est que avoir ses règles en tant que femme, c'est encore extrêmement compliqué en 2018, alors que ça ne devrait pas être le cas. Pour leur premier modèle, elles ont fait une culotte qui était toute simple, qui réglait le problème, donc qui était bien serrée, bien élastique, bien étanche, mais qui était moche. Et vraiment, j'en discutais avec Fanny l'autre jour et c'est hyper marrant parce qu'elle me montrait le prototype. La culotte est vraiment moche et elle me dit « on l'a vendue ». On l'a vendu cette culotte, ce premier prototype, on l'a vendu parce que c'était important pour nous de voir s'il y avait des gens qui seraient prêts à payer pour notre produit. Et en fait, ça a fonctionné comme ça. Les ressources nécessaires pour créer la première culotte Fempo, c'est une usine trouvée sur Google qui fait un échantillon. Et encore une fois, on est sur un produit où on détecte une frustration et une motivation, on la comprend en profondeur, on crée une première version qui est vraiment toute simple, où il y a très très peu de fonctionnalités et toutes les petites améliorations qu'on peut imaginer pour dans le futur, etc., elles n'y sont pas. C'est juste des paillettes, en fait, finalement, c'est juste de la déco par-dessus. Et les ressources nécessaires à chaque fois pour toutes les boîtes qui ont créé des produits, même des produits exceptionnels à long terme, ça a commencé par des versions minimalistes très très simples. Un des avantages aussi à créer un produit qui est extrêmement simple et qui demande très peu de ressources et qui peut être fait très rapidement, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'itérer sur un produit simple. Si tu sors ta première version de ton produit et qu'elle est déjà extrêmement complexe, quand tu vas devoir améliorer ce produit-là, tu vas devoir améliorer tous les aspects de ce produit et ça va être trop compliqué. Donc, gardez le truc simple. Pour créer un produit simple, il faut quand même être en mesure de créer ce produit. Si tu veux faire des chaussures ou du textile, il faut que tu sois en mesure d'aller trouver une usine qui va pouvoir te faire un prototype, qui va pouvoir te produire tes premières collections. Si tu veux faire une app, il va falloir que tu sois en mesure de la coder et de la développer. Si tu veux faire un site, pareil. Si tu veux créer du hardware informatique et que tu dois faire des soudures et créer ton premier produit, il faut que tu saches le faire. Je pense que c'est vraiment important et c'est une erreur qu'on peut faire vraiment facilement, c'est d'imaginer un produit qui est complètement hors de notre portée pour qu'on puisse le créer nous-mêmes. Et en fait, c'est toujours une erreur. Et pour les multi-cofondateurs, c'est pareil. Si tu es plusieurs dans ton équipe, il faut qu'il y ait au moins une personne de l'équipe qui soit en mesure de développer la première version du produit. Et au-delà de ça, même genre si tu sais pas développer la première version du produit, il faut que tu sois en mesure de payer quelqu'un pour le faire. Mais je pense quand même que c'est vraiment important de savoir le faire un minimum soi-même parce que pour pouvoir déléguer ça à une équipe plus tard, c'est très difficile de déléguer quelque chose que tu n'as pas déjà fait toi-même et que tu n'as pas déjà compris et internalisé. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, parlons des ressources qui existent pour créer les différents types de produits. Perso, moi, mon délire, ce que je fais habituellement, c'est plus tout ce qui est logiciel, création de sites, création d'applications, tout ce qui est hors du monde physique, du coup, qui est vraiment que numérique. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, je vais passer un petit peu plus de temps sur ces aspects-là, mais je vais essayer de couvrir tous les différents types de produits qu'on peut trouver, c'est-à-dire les produits physiques, les produits électroniques, les produits logiciels aussi, du coup. Mais vraiment, j'essaye de donner des concepts qui vont pouvoir être utiles à tout le monde. Déjà, on va parler de toutes ces boîtes qui font que du logiciel, que du software. Ça peut être un SaaS, une marketplace, tous ces types-là de business qui sont des business en ligne. Déjà, il y a une première problématique pour tous ces business-là quand tu veux créer la première version de ton produit, c'est est-ce que tu sais coder ou est-ce que tu sais pas coder? C'est déjà le premier truc, la première question qu'il faut se poser. Si tu sais coder, très bien pour toi. C'est cool, tu vas pouvoir créer la première version de ton produit. Il va te falloir te poser les bonnes questions avant de créer cette première version. Pas trop longtemps, il faut se les poser rapidement et puis ensuite prendre une décision. Le premier problème auquel tu vas être confronté, c'est de choisir la bonne stack technique. Donc, pour ceux qui codent pas, une stack technique, c'est l'ensemble des technologies que tu vas utiliser dans ta base de code. C'est tous les langages, en gros, et tous les outils externes qui vont venir se brancher à peu près à ça. Il faut que tu te poses la question de savoir quels outils tu vas utiliser pour coder ta base. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Quelle est la bonne stack technique? Il n'y en a pas. Ça va dépendre vraiment d'un business à l'autre. Par contre, il n'y a pas de secret. La meilleure stack technique, c'est celle que tu maîtrises.
Et je reste assez convaincu que si tu détectes un problème, des frustrations, des motivations sur un marché et que tu as vraiment envie de tester, de voir si tu peux apporter une solution, te prends pas la tête à réapprendre un langage parce que potentiellement dans 6 mois, ça va te permettre de scaler ta base de code plus rapidement. C'est certain que ça fonctionnera pas. Ensuite, toujours en tant que développeur, il y a une autre question qui est au-delà de la stack technique et des technos réels à utiliser, c'est de choisir les bons outils. J'ai passé trop de temps personnellement et j'ai vu trop d'autres devs passer du temps à coder des trucs qu'ils avaient pas besoin de coder fondamentalement. Il y a tellement d'outils en ligne que tu peux trouver qui vont te permettre de réduire ton temps de dev par 5, par 6, par 10 qu'il faut vraiment faire cette veille-là. Je pense qu'en tant que développeur, si tu veux créer des premières versions de produits, après si tu veux t'intégrer à une plus grande organisation et faire partie d'un tout et être très précis dans ce que tu fais, ok, tu peux t'amuser à redévelopper plein de technos qui existent déjà. Je pense que quand tu es dans une optique de créer la première version de ton produit et de la distribuer au marché le plus rapidement possible, il faut pas se poser la question. Il faut aller chercher les outils que tu connais et pour connaître ces outils-là, il faut faire une veille constante. Moi, je sais que perso, j'ai l'extension Product Hunt sur mon Google Chrome. Et donc, dès que j'ouvre un nouvel onglet, j'ai tous les produits qui sont dans Product Hunt aujourd'hui et ça m'arrive régulièrement de me dire « Ah, ça c'est intéressant », d'en faire un favori. Et 6 mois plus tard, quand je me pose la question et de créer une nouvelle fonctionnalité ou que il faut développer quelque chose, je repense à ce truc-là que j'avais mis en favori il y a quelques mois et hop, on gagne 3 semaines de dev parce qu'on a le bon outil au bon moment qui nous permet de reproduire le comportement qu'on a envie d'avoir sans avoir à le coder de zéro. Je dis ça pour les gens qui sont dev, mais en fait, même si t'es pas dev, c'est un concept qui est vraiment important. Si tu commences à bosser avec des freelances en dev, à externaliser ton développement, il faut que tu sois capable de remettre un peu en question le travail des gens avec qui tu bosses pour que tu t'assures qu'ils développent pas des choses qui ont déjà été développées. Et en fait, en tant que dev, c'est même très agréable de travailler avec des clients qui savent un peu faire cette gymnastique-là. Parce que, bien sûr, il faut pas remettre en question tout le temps le travail de la personne parce qu'elle sait un minimum ce qu'elle fait. Mais c'est intéressant de toujours chercher à faire moins. Et en fait, c'est assez intéressant de voir à quel point faire moins, ça a beaucoup de valeur quand tu es sur la première version de ton produit et même de manière générale. Quand on a créé la première version du nouveau Coup d'État avec Nicolas Filzi, donc qui est dev chez Coup d'État, je pense que j'ai passé 4 jours à faire les maquettes du nouveau site. Et ensuite, on a passé 2 jours entiers avec Nicolas à enlever tous les trucs qui servaient à rien. Et en fait, ça nous a permis de réduire notre temps de dev par 2 ou par 4 par rapport à ce qu'on avait estimé à la base pour pouvoir avoir la version la plus simple possible. Maintenant, pour les non-codeurs, pour ceux qui sont pas dev, la première question qu'on peut se poser si on veut créer un logiciel, un produit software, c'est est-ce que je dois apprendre à coder? Je pense que la meilleure raison pour commencer à apprendre à coder, c'est d'en avoir envie et pas forcément de le faire parce que tu dois et parce que tu as un produit et que tu as envie de le créer. Après, je suis assez convaincu que de toute façon, si tu veux créer une boîte software, à un moment, tu vas devoir déléguer le travail de création de produits à une équipe. Et pour ça, c'est important de connaître les bases du code. Moi, perso, je suis pas du tout un bon dev. Je sais bricoler, je sais faire du HTML, du CSS, du PHP, un peu de Rails, etc. Mais par contre, je suis incapable de créer un produit software de zéro. Par contre, toute la logique et toute l'architecture du dev, je la comprends parfaitement. Et je sais discuter en fait avec des devs qui savent le faire 1000 fois mieux que moi. Ça, j'estime que ça a une grande valeur et c'est une compétence qu'on retrouve en fait chez beaucoup de product managers et de product builders de manière générale. Donc, est-ce qu'il faut apprendre à coder? À moins que tu en aies vraiment envie et que tu sois prêt à passer les 10 prochaines années de ta vie à ne faire que coder, je pense que c'est vraiment très compliqué. Par contre, apprendre les bases, aller se faire un code academy, aller se faire des cours en ligne de dev, même sur le site du Zéro, qui s'appelle Open Classrooms maintenant. Genre, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire pour apprendre à coder. Je suis vraiment pas persuadé que si tu sais pas du tout coder et que la seule raison pour laquelle tu veux apprendre, c'est de créer la première version de ton produit, c'est une mauvaise idée. À partir du moment où tu sais pas coder et où t'as pas nécessairement envie d'apprendre, il se pose une nouvelle question qui est est-ce que je vais chercher de l'aide? Est-ce que je vais chercher de l'aide à l'extérieur? Est-ce que j'outsource mon développement?
Il y a plusieurs possibilités quand tu fais ça. La première, c'est d'aller chercher un cofondateur qui est technique. Aller chercher un cofondateur qui est technique, c'est compliqué parce que tu peux très vite tomber dans le travers de bonjour, je cherche un CTO parce que j'ai une super idée business, qui veut me rejoindre parce que c'est impossible que toi en tant que CTO tu aies eu une idée aussi bonne que la mienne, ce qui est déjà hyper condescendant, et trouver un cofondateur dans cette optique-là, c'est compliqué. De manière générale, de ce que j'ai pu observer chez tous les cofondateurs au sens large, en fait, à la base, ils sont déjà potes ou c'est déjà des connaissances et tu accroches pour d'autres raisons qui sont personnelles, qui font que tu t'associes et que tu crées la boîte ensemble, et après interviennent les relations de travail. Mais trouver un cofondateur pour développer la plateforme et juste lui donner le titre parce que ça fait bien, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, si tu as déjà quelqu'un dans ton entourage qui fait du code et qui est emballé par ce que tu fais et qui est prêt à bosser avec toi, génial. Si tu arrives à convaincre les gens de bosser avec toi alors que tu n'as encore rien, que tu n'as même pas la première version de ton produit, c'est que potentiellement tu as déjà peut-être quelque chose et que tu as bien fait tes recherches utilisateurs au départ, donc bien joué. Ensuite, il y a une deuxième possibilité qui est que si tu veux pas un cofondateur, peut-être que tu veux prendre un freelance, quelqu'un qui va être en externe, qui va intervenir dans la création de ton produit, qui va coder pour toi et à qui tu vas pouvoir donner des guidelines. Gérer un freelance, c'est compliqué, c'est un job, c'est encore différent de gérer un employé ou une employée. Et en fait, c'est tout un truc d'aller-retour, de négocier correctement les prix, de savoir comment donner la bonne vision. Enfin, vraiment, il y a tout un enjeu à travailler avec des freelances de manière générale, surtout qu'ils ont parfois d'autres clients en même temps avec qui tu bosses et tout ça. Trouver un bon freelance, franchement, aujourd'hui, à faire, tu vas sur Comet et tu cherches des freelances dans ta stack technique. Et si tu n'as pas de stack technique de base, tu cherches un freelance de manière générale. Tu finis par trouver ça. Et si tu as un fit personnel et que tu arrives à bien exprimer ta mission et les problèmes que tu veux régler chez tes utilisateurs, normalement, ça devrait le faire et tu arriveras à bosser en freelance. Même chose pour un ou une employée que tu voudrais embaucher et qui coderait pour toi. Finalement, les deux cas sont assez similaires. Donc, il y a la possibilité soit de trouver un cofondateur ou une cofondatrice qui va coder pour toi et avec toi, soit trouver un employé ou une freelance ou n'importe qui va aussi être un peu plus en externe et que tu vas devoir manager et à qui tu vas devoir transmettre toute la vision des choses que tu as accumulées dans tes recherches utilisateurs. Et elle est là ta valeur en fait. En tant que créateur de produit, si tu sais pas coder, ça devient flagrant. Dans les deux premiers épisodes, on a parlé de comprendre qui étaient vraiment les gens et pourquoi on leur bâtissait un produit. Si tu as cette valeur-là, même si tu sais pas coder, tu as une gigantesque valeur que d'autres n'ont pas. Le truc, c'est qu'il y a une sorte d'astuce quand tu sais pas coder et qui est propre à maintenant, à 2019, tu vois. Genre, il y a jamais eu autant d'outils qui existaient. J'en parlais juste avant pour parler des gens qui codent et dire que quand tu codes, il faut te poser la question constamment de est-ce que ce truc-là a une vraie valeur? Est-ce que je suis en train de coder parce que ça a une valeur ou est-ce que ça me fait juste plaisir? C'est vrai même si tu sais pas coder en fait. Je pense qu'il y a vraiment suffisamment d'outils pour que si tu sais pas coder, tu puisses créer une première version de ton produit tech qui fonctionne très très bien, qui certes est du bricolage et qui va pas aller scaler le plus possible, mais par contre tu peux créer la première version avec tous les outils qui existent. Si on prend un exemple, c'est Comet. Comet, c'est une boîte qui met en relation donc des freelances avec des entreprises qui ont besoin de freelance, donc c'est ce dont je parlais il y a 2 secondes. Comet, c'est une boîte qui a fait de 0 à 500 000 euros de volume d'affaires sans une seule ligne de code. D'ailleurs, il y a un coup d'état talk qui parle de ça, où Charles, le CEO de Comet, explique comment ils ont fait, avec quels outils, etc. C'est pas très compliqué. Ils ont utilisé Google Sheets, donc le Excel de Google dans lequel ils ont inscrit des sortes de bases de données avec les freelances d'un côté, les entreprises de l'autre. Ils avaient Zapier. Donc Zapier, c'est un outil qui te permet en fait de connecter un outil à un autre par le biais de ce qu'on appelle des triggers. Donc tu vas pouvoir dire par exemple si je rajoute une ligne dans mon tableau Google Sheet, alors ça déclenche un trigger Zapier et ça va envoyer un email à telle personne avec tel contenu.
Et tu peux faire ça avec des dizaines et des dizaines d'outils différents sur Internet. Et en connaissant un peu ces outils et en les mettant en relation à travers Zapier, je pense que tu peux vraiment faire des merveilles et tu peux construire les premières versions de ton produit et même toutes les versions suivantes jusqu'à ce que ce soit bloquant hyper facilement. Ce sujet-là m'intéresse tout particulièrement parce que c'est vraiment la démocratisation de la création de produits dans son essence. Je pense vraiment qu'on a de la chance d'être en 2019 et d'avoir accès à autant de technologies qui nous permettent de faire autant de choses en ayant peu de connaissances et en n'ayant surtout pas à apprendre à coder pendant 10 ans. Donc, pour être un peu plus dans le vif du sujet, on va faire une partie pratique où je vais vous montrer comment on peut recréer Uber avec juste Google Sheets, un outil qui s'appelle Chatfuel et qui permet de faire des bots Messenger et Zapier. Et on va voir comment on va connecter ces outils pour recréer la mécanique de Uber. Je pense sincèrement que tu n'as pas besoin de coder quoi que ce soit pour créer la plupart des premières versions de produits que tu as en tête. Je pense que c'est surtout une notion de réflexion, de création de produits en fait, mais pas tant une question de tech, dans le sens où aujourd'hui, en 2019, on a énormément d'outils à notre disposition pour créer ce qu'on veut. Mon but, c'est de montrer ça en recréant Uber, le flow d'Uber en tout cas, avec des outils déjà existants, sans coder une seule ligne, pour essayer de voir comment on peut faire tout ça. La première étape pour créer ce produit-là, ça va être de se mettre dans la peau de l'utilisateur et de savoir qui il est et comment ça se passe. Donc, si on part du principe qu'il y a deux côtés. Il va y avoir l'utilisateur, qui va être la personne qui commande un chauffeur qui va venir l'amener d'un point A à un point B. Et il va y avoir le chauffeur en lui-même qui, lui, attend qu'un utilisateur lui commande une course et qui va ensuite rejoindre cette personne, etc. Donc le mieux pour commencer à avoir la réflexion de comment je vais créer le produit, c'est de dessiner ce qu'on appelle un user flow et qui en fait est ce dont je parlais, qui est en gros, il faut absolument imaginer l'expérience complète de la personne dans son contexte pour pouvoir créer une expérience qui va de A à Z et pas juste un bout de produit imaginé par-ci par-là. Donc pour commencer ça, il faut se demander dans quelle situation l'utilisateur est amené à utiliser l'app. Ce que j'aime bien quand je dessine des user flows en général, c'est de faire des petits dessins, des petits pictos, même si c'est mal fait, peu importe. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une réflexion qui est un peu plus visuelle. Donc on va commencer. L'idée, c'est qu'à la base, on a un utilisateur qui est dans une situation initiale. Donc, hop, un utilisateur qui lui est dans la rue, par exemple. On va partir du principe qu'il est dans la rue, seul, qu'il est dans une situation où il veut se déplacer, grosso modo. Donc il a besoin de se déplacer. Qu'est-ce qui se passe quand il a besoin de se déplacer? La première chose qu'il fait, c'est qu'il va appeler un chauffeur. Donc hop, ça c'est un téléphone. Il appelle un chauffeur. Lui, quand il appelle le chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de l'autre côté, il y a un chauffeur, donc on va le mettre en parallèle. On va lui mettre une petite casquette parce que c'est un chauffeur. Et le chauffeur, lui, dans sa situation initiale, il est en attente. Il est peut-être en train de tourner dans sa voiture ou quelque chose comme ça, et il va du coup être en attente de l'appel de la part de l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe quand la personne appelle le chauffeur? Eh bien, il y a deux choses qui se passent en même temps. Un, il va rentrer dans un mode où il est en attente. Et en même temps, ça va notifier le chauffeur. Le chauffeur, lui, il reçoit la notification et il choisit soit de l'accepter, soit de la refuser. Si jamais il refuse, eh ben on va envoyer une notification à un autre chauffeur. Par contre, si jamais il accepte, on va envoyer une notification à l'utilisateur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une fois qu'il a accepté, on envoie une notification à l'utilisateur. Et en plus, lui, il va recevoir les infos concernant l'utilisateur. Une fois qu'il a les infos, donc sur la localisation de la personne, où elle se trouve et où est-ce qu'il doit se rendre, il va conduire.
Hop, ça c'est une voiture, voilà, hein, on fait ce qu'on peut. Il va conduire jusqu'à ce qu'il arrive au point de rencontre entre les deux personnes. Une fois qu'ils se rencontrent, l'utilisateur il monte dans la voiture du chauffeur, du coup ils sont ensemble, ils arrivent sur une expérience qui est commune, où il y a de nouveau de la conduite, puis jusqu'à ce qu'ils arrivent à la destination, auquel cas le chauffeur choisit de terminer la course. Et éventuellement, on peut rajouter que l'utilisateur, lui, va choisir de mettre un rating au chauffeur pour qu'on puisse avoir un feedback sur la qualité de la course. Avec tout ça, on a le flow utilisateur de l'expérience Uber. Alors évidemment, on va pouvoir rajouter des choses, on verra ça après. Je pense que là, on a vraiment la base du truc. Évidemment, il y a la localisation, il va falloir choisir comment on notifie le chauffeur, est-ce qu'on géolocalise la personne, est-ce qu'on montre à l'utilisateur au moment où il est en attente et que le chauffeur a accepté la notification, est-ce qu'on choisit de lui afficher une carte avec la localisation du chauffeur en temps réel, etc. Je pense que là, on est dans une phase où on veut créer un MVP, on veut créer vraiment la toute première version du produit, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire réellement pour l'utilisateur à ce stade-là, c'est de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, de passer d'une situation où il est dans la rue avec un besoin de se déplacer à une situation où la course est terminée. Et donc du coup, dans l'autre cas, le chauffeur il doit passer d'une situation en attente à une situation où la course est terminée et il revient en attente. Avec tout ça, on a le flow initial de Uber. Une fois qu'on a tout ce flow et qu'on a ce user flow général, on va se poser la question de comment on va faire interagir les outils entre eux pour qu'à chaque étape, ce soit le plus efficace possible. Et ensuite, on va se demander aussi quelle est la version la plus simple qu'on puisse créer pour que ça nous demande le moins de travail possible. Donc, à la base, l'utilisateur est dans la rue, il a besoin de se déplacer, il va appeler un chauffeur. Pour appeler un chauffeur, ça veut dire qu'il a besoin d'interagir avec notre application, avec notre outil, notre produit. Pour ça, je pense qu'on va utiliser un outil qui s'appelle Chatfuel, qui en fait va nous permettre de créer un chatbot sur Messenger qui va demander à l'utilisateur de télécharger aucune app. Il va juste pouvoir venir sur notre page Facebook qu'on aura créée et utiliser le bot pour dire « Ok, je suis à telle adresse, venez me chercher ». Ça nous permet d'avoir l'étape 1. Pendant ce temps-là, le chauffeur est en attente, il faut qu'on le notifie. Donc je pense qu'on va aussi utiliser Chatfuel. Ça va être la même chose. On va lui envoyer une notif qui dit attention, il y a quelqu'un. Donc on va créer un Chatfuel utilisateur et un Chatfuel chauffeur. Et donc dans les deux cas, ils vont recevoir des messages un peu différents. Donc la notification du chauffeur, elle se fait dans Chatfuel aussi. Il accepte ou il refuse, ça se fait dans Chatfuel. Le fait que ce soit en attente, il n'y a rien à faire. La notification utilisateur, elle se fait dans Chatfuel aussi. La réception des infos, elle va se faire également dans Chatfuel. Pendant toute la phase de conduite, la rencontre, on est à ça aussi. La conduite de nouveau, il termine la course. Là, dans Chatfuel, le chauffeur va pouvoir indiquer que la course est terminée. Et ensuite, ça va envoyer un message de nouveau dans Chatfuel à l'utilisateur. Donc tout ça, ça va s'englober dans Chatfuel. La question, c'est comment on fait pour relier le Chatfuel de l'utilisateur au Chatfuel du chauffeur. Et ben pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Zapier, qui va nous permettre de connecter les deux Chatfuel entre eux et de créer en fait des ponts entre les deux applications. Et en même temps, on va stocker tout ce qui se passe dans un tableau Excel, dans un Google Sheet, pour avoir un historique de tout ce qui s'est passé en termes de courses dans le temps. Donc ça nous crée une espèce de base de données qu'on va stocker dans Google Sheet. Et en fait, on pourra même à partir de Google Sheet qui est automatique en fonction des courses qui se font, etc. On pourra même créer des dashboards de données. On va pouvoir faire des graphes pour voir à quelle vitesse le nombre de courses par semaine augmente, etc. Donc avec ces trois outils-là, je pense que on peut déjà créer cette version-là de Uber, qui est une version qui est incomplète par rapport à ce qui existe chez Uber, mais qui est suffisante pour régler le problème de cet utilisateur-là qui veut juste se déplacer et qui potentiellement aura entendu parler de ton produit parce que tu auras bombardé en canaux d'acquisition. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte Chatfuel qui va nous permettre de créer le bot qui va être utilisé par l'utilisateur in fine. Donc on va aller sur chatfuel.com et on va créer un compte. Une fois qu'on a créé le compte Chatfuel, on va pouvoir créer un nouveau bot. Donc on va créer un bot from template, on va dire qu'il est blanc, comme ça j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et je vais le connecter à une page Facebook que j'ai préalablement créée. On va appeler ça Vroom Vroom, ce sera super. Catégorie,
transportation. Et notre page Vroom Vroom existe. Parfait. Maintenant, on peut la connecter donc à notre compte Chatfuel. Ici, il suffit de cliquer sur Connect to Page et la page est connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je vais dans Messenger, que je tape Vroom Vroom, ici, il y a un business et donc je peux parler à la page Facebook Vroom Vroom. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je peux déjà cliquer sur un bouton qui fait Get Started où ça va me renvoyer un message qui est automatique de la part de Chatfuel. Et maintenant, il suffit que je change la réponse de Chatfuel à ce Get Started. Pour ça, ça marche très simplement. En gros, il suffit de cliquer ici sur Automate dans Chatfuel et on a des blocs qu'on va pouvoir déplacer et qui vont correspondre à des réponses à des questions qui sont posées par l'utilisateur. Donc par exemple, ici, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un welcome message. Salut. Qui dit salut, bienvenue sur Vroom Vroom, commande ton chauffeur dès maintenant. Et une default answer. Donc ici, on va utiliser la default answer. Ça veut dire que quand les gens ne posent pas des questions nécessairement liées à ton flow à toi, tu vas pouvoir une default answer. Ce qui fait que ici, si je viens et que je tape coucou, il va me donner la réponse automatiquement que j'ai écrite. Salut, bienvenue sur Vroom Vroom, commande ton chauffeur dès maintenant. Parfait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la personne elle puisse faire l'action d'appeler un chauffeur. Donc on va lui ajouter un bouton. Appeler un chauffeur. Si jamais il clique sur ce bouton-là, on va lui dire qu'il va recevoir un nouveau bloc qui n'existe pas encore. Donc, il faut qu'on crée ici un bloc qui va contenir la réponse qu'on lui donne quand il clique sur le bouton « Appeler un chauffeur ». Donc là, on va appeler ça étape 1. Une fois que la personne a cliqué sur le bouton « Appeler un chauffeur », ce qu'on va vouloir lui demander, c'est l'adresse à laquelle elle se trouve pour pouvoir l'envoyer au chauffeur juste derrière. Pour ça, on va utiliser une option de Chatfuel qui s'appelle User Input et qui va nous permettre déjà de lui poser une question. Donc on va lui dire « Génial, envoie-nous l'adresse à laquelle tu te trouves ». Est-ce qu'il y a une validation? Non, parce qu'on ne peut pas valider par adresse. Et on va sauver la réponse qu'il nous donne dans une variable qu'on appelle user_address. Okay? Donc ça, c'est une variable. Ça veut dire qu'elle va être stockée dans notre Chatfuel et qu'on pourra la ressortir à un autre moment. On va voir pourquoi c'est utile juste après, parce qu'on va pouvoir ensuite l'envoyer à l'autre chauffeur, par exemple. Donc, une fois qu'il nous a donné ça, nous, ce qu'on veut, c'est peut-être éventuellement lui donner un exemple. Exemple, 25 rue du Petit Musc. Maintenant qu'on a créé ce bloc, il va falloir le connecter au bouton dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça veut dire que dans la default answer, sur le bouton appeler un chauffeur, on va lui envoyer le bloc étape 1, qui est donc commander un chauffeur. Là, ça sauve, et une fois que c'est sauvé, on peut réessayer. Donc si je tape hello dans mon bot, il va me renvoyer la réponse salut, bienvenue sur Vroom Vroom, commande ton chauffeur dès maintenant, avec le bouton appeler un chauffeur. Si je clique dessus, il dit génial, envoie l'adresse à laquelle tu te trouves, exemple 25 rue du Petit Musc, Paris. Et bien, on va lui donner exactement ce qu'il veut, 25 rue du Petit Musc, Paris. Hop, donc ça fonctionne. Il nous a demandé quelque chose et on a une réponse qui va être stockée dans la variable qu'on a appelée user_address. Il va falloir qu'on lui demande qu'elle donne l'adresse à laquelle elle veut se rendre. C'est la deuxième étape. Donc on va créer un nouveau bloc qu'on va appeler étape 2, dans lequel on va également demander un user input qui va s'appeler user destination et le message c'est OK, maintenant donne-nous l'adresse à laquelle tu te rends. On veut qu'une fois que la personne a rentré son adresse, elle puisse passer en fait à l'étape 2. Donc pour ça, on va utiliser l'option Go to Block et dire OK, une fois que l'étape 1 est terminée, il va passer à l'étape 2. Pour ça, donc si on réessaye et qu'on tape Hello et que du coup ça relance le truc, appeler un chauffeur, il va nous demander l'adresse, 25 rue du Petit Musc. Ensuite, il va nous envoyer le second message. Maintenant, on a l'adresse à laquelle tu te rends. Donc, on va dire 100 avenue des Champs-Élysées, Paris. Et on va pouvoir continuer. Une fois qu'on a l'adresse initiale de l'utilisateur, qui est stockée dans user_address, donc, et qu'on a l'adresse finale, la destination de l'utilisateur qui est stockée dans user destination, on a les deux infos qu'on va devoir envoyer au chauffeur pour qu'il puisse se retrouver. L'info qui manque, ça va être le numéro de téléphone de la personne parce que ce sera plus pratique pour qu'ils puissent se retrouver entre eux, c'est certain. Donc, on va lui demander une troisième étape.
qui va contenir également une user input. Validation, on peut mettre phone parce que du coup on cherche vraiment un truc et on va appeler ça user phone. Celle-là, c'est l'étape 3. Et ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de l'étape 2, on aille go to block et qu'on aille à l'étape 3. Donc dans le flow, l'utilisateur il va arriver, dire je veux un chauffeur, il donne son adresse initiale, l'adresse de destination, son numéro de téléphone et maintenant il faut qu'on passe à la deuxième étape du flow. Donc là la personne appelle un chauffeur, maintenant il est dans une situation d'attente. Ce qu'on doit faire, c'est notifier le chauffeur qui lui est déjà en attente, donc lui envoyer les infos de la personne pour qu'il puisse choisir d'accepter et ensuite pouvoir se rendre sur le lieu où la personne se trouve. Déjà à cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ces données-là et on va les inclure dans une Google Sheet. Donc pour ça, on va aller créer une Google Sheet. On crée une Google Sheet vide. Et pour rentrer des données dans cette Google Sheet, on va devoir créer un Zapier qui va connecter Chatfuel à Google Sheet. Donc on va aller sur Zapier. Donc dans Zapier, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser la version bêta de Chatfuel. Il y a une version bêta qui fonctionne avec Zapier, à laquelle il faut juste s'inscrire rapidement, mais qui en fait te permet de utiliser Chatfuel comme un trigger. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans Chatfuel, tu vas pouvoir déclencher quelque chose dans Zapier. Donc on utilise Chatfuel comme app et on va utiliser le truc export via Zapier plugin. Parce que dans Chatfuel, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au moment où l'étape 3 se termine, on va pouvoir ajouter quelque chose qu'on va appeler qui est export via Zapier et où en fait on va pouvoir connecter Zapier à Chatfuel. Donc ici, ils nous disent de faire export via Zapier plugin, je continue. Je connecte un compte Chatfuel à mon compte Zapier. Il s'appelle Blankbot, mais parce que je ne l'ai pas nommé. Il est ici. Est-ce que je peux le tester? C'est bon, ça a marché. Je continue. Et ensuite, il faut que je choisisse le truc. Donc, étape 3 trigger. Il est ici. Donc, c'est le trigger qu'on a ici dans Chatfuel qui est vraiment repris dans Zapier. Et on veut récupérer le first name, le last name de la personne, user address, qui est le truc qu'on a créé, qui est l'adresse que la personne a donnée. On veut récupérer user destination, user phone, on va le récupérer aussi. Et une fois qu'on a toutes ces données-là, on continue et on va pouvoir tester cette étape. Pour ça, on continue et on va devoir passer à la deuxième étape de la création d'un zap. Donc dans Zapier, on crée des zaps. À la base, c'est un trigger et ensuite, ça va être une action. Donc on va cliquer sur Add a step. C'est une action qu'on veut faire. Ce qui veut dire que quand on est trigger par Chatfuel, donc que l'étape dans Chatfuel de Zapier se déclenche, on va faire l'action suivante. On va faire que dans Google Sheets, on va créer une ligne dans Google Sheets qui va contenir les infos qu'on a récupérées dans Chatfuel. Je teste pour voir si ça fonctionne. Ça dit que c'est un succès. Je continue. Ma feuille de calcul, elle va s'appeler Vroom Vroom. Ici, je vais la récupérer dans Chatfuel, donc elle s'appelle Vroom Vroom et la worksheet c'est la page 1 de la feuille Excel. Donc là ils me disent qu'il n'y a pas de header, donc ça veut dire qu'il va falloir que je récupère ici les infos. Donc là on va faire une colonne first name, last name, phone, user address, user destination. Ici dans mon tableau Excel, j'ai rajouté des en-têtes qui sont les 5 informations qu'on a récupérées dans Chatfuel et qu'on veut remplir dans ce tableau automatiquement à chaque fois que quelqu'un fait une demande. Pour ça, on voit qu'ici dans Zapier, j'ai les noms de colonnes que je viens de rajouter dans mon Google Sheet et dans lesquels je vais pouvoir mettre les attributs que j'ai récupérés dans Chatfuel, depuis Chatfuel, donc depuis ici. Donc je mets mon first name, je mets ma variable last name, je mets ma variable téléphone, user phone, je mets ma variable user address et ma variable user destination. Je clique sur Continue. On va appeler le zap Chatfuel to Google Sheets. On va le mettre on. Et si tout va bien, à chaque fois qu'on va aller dans Chatfuel et qu'on va remplir les 3 étapes, ça va uploader une nouvelle ligne dans Google Sheets. Et ici, hop, magiquement, Zapier a connecté en fait le Chatfuel à mon tableau Excel et donc j'ai fini les 3 étapes
Et ici, et ben voilà, on voit que j'ai mon tableau qui est rempli avec les infos que j'ai renseignées. Donc maintenant qu'on a fait ça, maintenant que à chaque fois que quelqu'un rentre dans le Chatfuel et fait une demande de chauffeur, ça se stocke dans le tableau Excel et ça crée une ligne avec les infos qui ont été rentrées, il va falloir qu'on envoie ces informations-là au chauffeur pour qu'il puisse ensuite accepter ou non la course. Pour ça, on va créer un nouveau Zap qui va être connecté entre Chatfuel et qui va en fait se déclencher au même moment qu'on remplit la Google Sheet. Donc de nouveau, le trigger c'est Chatfuel, export via Zapier plugin, save plus continue, c'est de nouveau l'étape 3 trigger, et ce qu'on veut récupérer comme info, eh bien c'est les mêmes, first name, last name, etc. Une fois qu'on a le trigger, qui est sensiblement le même que dans l'autre Zap, on va pouvoir continuer et créer l'action qui est juste derrière, qui va être d'envoyer un message au chauffeur pour qu'il puisse accepter ou non la course. Pour ça, on va utiliser Chatfuel de nouveau et on va dire qu'on veut envoyer un text message à un subscriber. Le problème, c'est que pour envoyer un message au chauffeur, il faut qu'on le trouve, il faut qu'on sache à qui on va envoyer un message. Pour ça, le mieux, c'est qu'on aille piocher dans une liste de tous les chauffeurs qui existent. Cette liste, on va en faire une deuxième feuille de calcul dans Google Sheet. Hop, donc la première, on va la renommer de feuille 1 à demande. Et la deuxième, on va l'appeler chauffeur. Ici, chauffeur, ils vont avoir un Messenger ID. On va voir juste après ce que c'est. Il va y avoir leur prénom, leur nom de famille et leur numéro de téléphone. Et on va créer en fait un deuxième bot qui va permettre au chauffeur, lui, d'interagir avec son application chauffeur. Pour ça, il faut qu'on retourne au dashboard de Chatfuel et on va créer un deuxième bot. C'est parti. Ok, donc la page Facebook Vroom Vroom for Chauffeurs est créée et donc il va falloir qu'on la connecte à notre nouveau chatbot. Ok, donc maintenant que notre page Vroom Vroom for Chauffeurs, elle a été connectée à notre chatbot qui s'appelle maintenant Vroom Vroom Chauffeur, on va pouvoir commencer à faire le flow. Pour ça, on a une première étape qu'on veut, qui est que le chauffeur doit s'inscrire pour qu'on puisse en fait lui envoyer des messages par la suite. C'est la première étape. Si on veut pouvoir lui envoyer des messages automatiquement quand quelqu'un fait une demande, il faut qu'on ait ce qu'on appelle son Messenger ID qu'on va stocker dans une base de données. Pour ça, on va dire que donc il y a un welcome message qui est hello, inscris-toi, où il va y avoir un bouton je m'inscris. La default answer, ça va être la même chose. Je m'inscris et donc ici on va créer un groupe de blocs qu'on va appeler inscription. On va créer un premier bloc dans lequel on va lui demander de renseigner des infos sur lui et ça va être le même process. Donc user input. De la même manière, on va faire en sorte que ça s'exporte depuis Zapier au moment où il passe à l'étape 2. Et juste derrière, on va lui dire c'est tout bon. Tu es inscrit. Donc on va créer un nouveau Zap qui va dire que quand le chauffeur s'inscrit en fait sur l'application, il va falloir qu'on update le Google Sheet des chauffeurs. Pour ça, le trigger c'est de nouveau Chatfuel avec toutes les infos qu'on veut avoir. On connecte le Zapier à Vroom Vroom Chauffeur et donc on sait qu'on veut l'étape 2 trigger et qu'on veut récupérer de nouveau. Donc Là, ici, ce qu'on veut absolument, c'est le Messenger User ID. Parce que avoir ça en base de données, c'est ce qui va nous permettre derrière d'envoyer un message à la personne. Donc pour ça, on va récupérer ce truc-là, mais on va aussi récupérer son nom, prénom et info. Même chose pour Google Sheet, on va ajouter ça à la feuille de calcul. Dans la page chauffeur, et on va inclure dedans le Messenger User ID, prénom, nom, etc. On appelle ce Zap inscription chauffeur, on le met en ligne. Ça veut dire qu'à chaque fois que le chauffeur va faire une étape d'inscription, ça va se rajouter dans la Google Sheet qui est celle des chauffeurs finalement. Et donc on va pouvoir aller ensuite piocher dedans. Ce qui fait que maintenant si je viens dans le bot et que je m'inscris, ça va me demander d'abord mon numéro de téléphone. Et ensuite ça va me dire que c'est bon, je suis inscrit. Et dans la feuille de calcul, voilà, on le voit ici, les infos ont été remplies, bon 2 fois parce que j'ai testé 2 fois, mais les infos ont été remplies.
L'idée, c'est que maintenant, on a une base de données des chauffeurs qui sont inscrits dans notre Chatfuel for Chauffeurs, donc dans notre Vroom Vroom for Chauffeurs. Et donc, on revient au moment où la personne appelle un chauffeur et où il faut notifier cette personne-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir créer un nouveau zap qui va partir de Chatfuel de nouveau. Il part donc de notre Chatfuel pour les users. Plugin, étape 3 trigger. Output attributes, eh bien, on va vouloir récupérer de nouveau first name, last name, téléphone, user address, etc. Et on peut continuer. Ce qu'on veut, nous, c'est aller chercher un chauffeur pour pouvoir le notifier. Donc, on va ajouter une step qui est une action search et où en fait, on va chercher dans notre feuille de calcul un chauffeur qui va être disponible. Pour qu'un chauffeur soit disponible, ça veut dire qu'il faut que dans le tableau, ce soit indiqué qu'il est disponible. Donc, on va créer une colonne qu'on appelle disponible et on va dire que c'est true ou false. Ça nous permet en fait nous de voir si effectivement le chauffeur est disponible ou pas. C'est un truc qu'on pourra updater. Donc quand il va être en course, quand il va être en train d'avoir accepté une course, on va passer ce statut à n'est pas disponible et ensuite on pourra du coup Zapier va chercher automatiquement les chauffeurs qui sont disponibles. Une fois que l'utilisateur il a demandé une course à un chauffeur, qu'on lui a trouvé un chauffeur dans la Google Sheet, il va falloir qu'on envoie un message au chauffeur pour lui dire écoute, il y a une course qui est disponible pour toi, est-ce que tu veux l'accepter, oui ou non? Pour ça, ce que Zapier nous demande, c'est à qui je dois envoyer un message. Donc ici, on doit lui donner un Messenger User ID qu'on a récupéré dans notre Google Sheet qui était la liste des chauffeurs. Donc on va pouvoir lui dire ok, je l'ai déjà récupéré ici, je vais utiliser ce Messenger ID à qui je vais envoyer le message suivant. Hello, ici donc je récupère le message initial qui a été envoyé par l'utilisateur, qui est notre trigger dans Zapier, et je dis first name, last name, donc Valentin Richard a demandé une course à l'adresse suivante. Ici, il faut que je trouve la user address. Il va à cette adresse, user destination, son numéro de téléphone. T'es chaud. Il reçoit ce message-là et il doit pouvoir accepter la course. Il doit pouvoir aussi la refuser. C'est tout un autre flow qui va redéclencher des apps, etc. Donc, c'est pas forcément nécessaire de vous le montrer, je pense, maintenant. Mais par contre, là, on commence à voir déjà bien la logique. L'idée, c'est que la personne peut accepter. Ça va l'envoyer sur un Chatfuel block. Ce Chatfuel block, il faut qu'on le crée. Donc, on va dire que c'est un groupe qu'on va appeler pendant la course, qui va contenir tous les messages qu'on enverra au chauffeur pendant la course. Et le premier message qu'on va lui envoyer, c'est le bloc course acceptée, où ça va être un texte genre génial, la course est acceptée, go. Donc l'idée c'est que ici on va l'envoyer sur le bloc course acceptée et on met pas de deuxième bouton ni de troisième bouton, on continue. J'envoie le test à Chatfuel. Ce zap, il faut le mettre en marche, donc on va l'appeler envoi du message au chauffeur. On le met en marche. Et maintenant, on peut tester. Donc, si je vais sur Vroom Vroom et que je tape Hello, j'appelle un chauffeur. Ok, je choisis d'appeler un chauffeur. On me demande mon adresse à laquelle je suis actuellement. Donc, je donne une adresse. On me demande l'adresse à laquelle je vais. Je donne l'adresse. Je donne mon numéro de téléphone. Ça me dit que c'est bon. On contacte le chauffeur. On me prévient quand il accepte la course. Et là, côté chauffeur, le chauffeur a reçu un message qui dit « Hello, Valentin Richard a demandé une course à l'adresse suivante, 25 rue du Petit Musc, Paris. Il va à cette adresse, 104 avenue des Champs-Élysées, Paris. Son numéro de téléphone, t'es chaud, il peut accepter. » Et Chatfuel déclenche automatiquement le message suivant qui est « Génial, la course est acceptée, go. » Et là, le chauffeur peut aller chercher la personne. Et on a un début de l'expérience Uber. Et au final, avec tout ça, il y a énormément de choses à faire. Alors, avec tout ça, on n'a pas tout fait pour l'instant. On a l'utilisateur qui est dans la rue, il peut appeler un chauffeur, donc il envoie ses messages, on lui pose les bonnes questions pour qu'il puisse nous donner les infos. On va chercher les chauffeurs dans la base de données de chauffeurs et on leur envoie une notification, ils peuvent accepter la course. Il reste toutes les étapes où il y a le moment de la rencontre, il faudrait ajouter des informations éventuellement sur la plaque d'immatriculation pour que l'utilisateur puisse retrouver le chauffeur. Et il y a tout l'aspect terminer la course, il y a l'aspect paiement, il y a l'aspect rating. Je vais pas m'étaler et je vais pas vous montrer l'entièreté de comment on va se servir de ces outils pour faire le flow entier. Je pense pas que ce soit pertinent. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vous pouvez tout faire. Et vraiment, c'est la logique de mixer Chatfuel avec Zapier et Google Sheets. Ça fait que derrière, tu vas pouvoir créer des flows utilisateurs complets.
les gens vont pouvoir interagir, tu vas pouvoir récupérer des données de leur part, les stocker dans des variables et en fait les réutiliser plus tard. Tu vas pouvoir vraiment mettre en place énormément de choses sans coder une seule ligne. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec ces outils. C'est pas de voir nécessairement l'ensemble de comment faire un flow et de comment recréer Uber en entier, c'est de savoir que ça existe. Mon but, c'est pas de vous faire un cours pratique sur comment créer Uber. Mon but, c'est d'expliquer qu'avec des outils qui existent, c'est possible de créer des flows utilisateurs, de créer des expériences et donc que c'est possible de créer des produits. Si tu te poses la question ensuite de savoir est-ce que je peux mettre de la géolocalisation pour non pas trouver uniquement les chauffeurs qui sont disponibles mais les chauffeurs qui sont proches de la personne, ça existe dans Chatfuel. Il y a ce qu'on appelle du géofencing et qui en fait va te permettre de dire ok, cette personne-là est dans une zone de temps de kilomètres autour de l'utilisateur, donc je vais demander à ce chauffeur-là en priorité. Il y a vraiment énormément de choses. Je pense que c'est un skill très particulier à apprendre de savoir utiliser ces outils pour pouvoir mettre en place des flows. Mais cet aspect design, savoir écrire un flow utilisateur et pouvoir mettre en place avec des outils simples et rapidement, je pense que vraiment faire ce flow entier, ça demande 3 jours de travail pour quelqu'un qui est expérimenté. Genre vraiment là ça fait 2 heures que j'y suis. En 2 heures, on a déjà fait la moitié du flow. Si on veut mettre des détails, qu'on veut travailler bien l'expérience, qu'on veut faire des tests, etc., en 3 jours, tu as une app Uber qui fonctionne quand même plutôt bien et qui te permet de tester et surtout sur laquelle tu peux itérer même si tu es non technique. Et c'est ça mon point, c'est que vraiment, ça te permet en fait d'aborder la technique d'une manière beaucoup plus simple que le code. Et le jour où ce flow-là, ces outils-là vont atteindre leurs limites, il y en a toujours un. Il y a un moment où un tableau Excel, ça suffit pas. Mais le temps que tu atteignes ça, tu te seras formé à la réflexion produit, à la réflexion design et tu vas pouvoir déléguer ce travail ensuite. Et on est sur la première version du produit. On n'oublie pas, on parle de la première version. Elle doit être la plus simple possible et tu dois y mettre le moins de travail, le moins de ressources possible, en apportant la valeur qui est nécessaire à l'utilisateur, qui est dans une situation initiale et qui a un problème. Ce schéma-là, il est hyper intéressant parce que je pense qu'il est à la fondation de toutes les choses qu'on peut mettre en place pour gérer des business différemment de nos jours. Vraiment, il y a une puissance colossale à savoir se servir d'outils déjà existants, à les connecter entre eux via un outil comme Zapier et à automatiser des tâches. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de faire ce qu'on cherche à faire dans cet épisode, qui est de créer les premières versions d'un produit. Donc rien que ça te permet en fait de prototyper très rapidement sans avoir forcément de connaissances et sans avoir forcément beaucoup de ressources. Là où Uber a utilisé des post-it au début, toi tu peux utiliser Google Sheets et Zapier. Ça te prend quasiment le même temps de travail que l'utilité des post-it et pourtant c'est 1000 fois plus puissant. Donc déjà tu as un avantage. Le deuxième truc qui est trop bien quand tu utilises ce genre de méthode-là d'automatisation grâce à des outils, c'est qu'en fait, tu comprends la logique de code. Donc même si tu n'es pas développeur, même si tu n'es pas codeur, en fait, ça te permet de comprendre comment ça fonctionne. Et si tu maîtrises bien la logique d'un Zapier qui va se connecter à une Google Sheet ou à un Chatfuel ou à, n'importe quel autre outil, si tu maîtrises bien ça, ça devient facile de discuter avec un développeur et de comprendre la logique qu'il y a derrière du code. Parce que c'est la même, c'est la logique informatique, c'est celle qui automatise des choses, c'est des sortes d'algorithmes. Et fondamentalement, même si tu comprends pas ce que le dev va écrire ou ce que la dev va écrire, et vraiment que tu piges rien à une ligne de code, connaître cette structure-là et savoir automatiser des tâches à travers des outils comme Zapier, ça va te permettre de comprendre ça et de bien communiquer avec ton équipe plus tard. Et le troisième effet qui est hyper positif, c'est que ça peut te faire gagner du temps dans tes opérations. Genre là, on parle de créer la première version de son produit depuis tout à l'heure, mais en fait, fondamentalement, sur des boîtes qui ont besoin d'opérations, de vraiment d'aller sur le terrain, d'être au contact de gens, des boîtes de services, tu vois, tu peux aller scaler en fait plein de parties du business pour gagner du temps, faire gagner du temps à tes équipes et du coup amener tout le temps ton business au niveau supérieur. C'est un truc que j'avais fait quand j'avais fait du freelance l'année dernière avec une boîte qui s'appelle Imparfaite, qui propose des fringues vintage pour les femmes qui sont très stylées et donc de seconde main. Et c'est une marketplace où tu as des vendeurs d'un côté qui proposent des pièces à vendre sur Imparfaite.
Et elles ont tout un flow du coup d'aller prendre des photos, de les uploader sur leur site, etc. Et j'étais venu pour automatiser en fait toutes ces opérations-là. Le mieux, c'est d'en parler avec Camille, qui est la CEO d'Imparfait. Salut Camille. Salut Val. Ça va? Ouais, super. Et toi? Bon, ça va très bien. Toi, tu fais Imparfait. Donc Imparfait, c'est une marketplace qui met en relation des vendeurs de fripes, donc des fringues vintage pour nanas principalement, et donc des nanas qui veulent acheter ces fringues-là. Et donc vous avez un site sur lequel vous vendez énormément de pièces déjà utilisées de mode en gros. On a bossé ensemble il y a quelques mois, un petit peu plus que ça même, et on avait justement utilisé plein d'outils qui étaient existants pour vous faciliter un petit peu la vie et que vous gagniez du temps dans vos opérations. Raconte-moi ça, genre comment on a fait ça et quelles étaient vos problématiques à la base auxquelles vous avez fait face pour ces opérations-là. Alors, en gros, quand on a commencé Imparfait, on savait très bien que les opérations allaient être un vrai challenge. Globalement, l'objectif, c'était de digitaliser du stock de vendeurs professionnels. Et on savait que on parlait de centaines de pièces par vendeur, que eux-mêmes avaient un inventaire très approximatif globalement de ce qu'ils avaient, et qu'ils n'avaient pas de temps, que c'était pas des gens hyper non plus digitaux. Donc il y avait deux possibilités, soit bootstrapper des trucs, essayer de trouver comment faire avec des choses qui existaient, soit développer une app carrément de zéro. Développer une app, ça prend du temps. Nous, on n'est pas technique à l'origine dans la boîte. Donc on savait qu'on allait au casse-pipe parce que forcément notre V1 allait être pourri, on allait mettre 6 mois à développer et pour le coup, pour avoir vu, écouté Oussama, vu coup d'état, on savait qu'il fallait tester le marché avant de se lancer dans des grands investissements et des développements longs. Donc on s'est dit ok, on va essayer de trouver une solution assez rapide et facile pour développer un truc utilisable. Et effectivement, on est venu me voir en tant que CPO en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, Val, quelles sont les bonnes idées. On avait déjà senti le truc avec Messenger. On s'est dit que Messenger, en gros, l'avantage des vendeurs, c'est qu'ils ne sont pas digitaux savvy, comme je disais, mais ils ont tous Messenger, en gros, dans leur portable. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Et effectivement, on a discuté ensemble, on a brainstormé et on s'est dit, OK, on va essayer de faire un truc, un Messenger bot qui va permettre aux vendeurs professionnels, grâce à quelques questions et un robot automatisé, de nous uploader des produits, de nous proposer des produits en référencement sur la plateforme Imparfait. Donc il y a eu toute cette phase où j'ai un peu observé les opérations, ce que vous faisiez, tout le flow, tous les différents points. On a pris des outils, on a utilisé Chatfuel pour automatiser avec le bot les questions, etc. On a développé un tout petit peu de trucs en interne avec un pote dev à moi on a créé tout ce truc-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en fait, on a à la base fait ce truc-là pour aller vite et shipper quelque chose rapidement. Et utiliser des outils déjà existants pour pas avoir à tout recoder. Et au final, ça s'est quand même intégré encore mieux dans la vie de tous les jours des vendeurs parce qu'ils avaient déjà Messenger et que t'avais pas besoin de les pousser à... Mais en fait, t'as complètement raison. Là où on est même surpris, c'est que ça fait 1 an qu'on a développé en fait le Messenger bot et nous on continue à scaler et on marche super bien en fait avec le Messenger bot. On n'a pas changé de système aujourd'hui. Donc on a même été surpris de la facilité dont les vendeurs en vrai s'appropriaient ce type d'outils. Parce que en fait, c'est assez simple, on les appelle, on les démarche, on leur dit voilà, c'est très très simple, vous pouvez mettre une pièce en ligne en moins d'1 minute, vous avez rien à installer sur votre téléphone, il n'y a rien à faire, il y a juste à utiliser l'application Messenger. Tout le monde a Messenger, parce qu'ils sont quand même un minimum connectés à ce monde, quoi. Et du coup, aujourd'hui, c'est complètement intégré dans la manière, dans les opérations en gros d'Imparfait. Alors qu'à l'origine, on s'était lancé, on s'était dit... Ok, ça va être une usine à gaz, il va falloir qu'on prenne en photo toutes les pièces. Au tout départ, on demandait aux vendeurs d'envoyer carrément les photos des pièces par WhatsApp, mais c'était une galère de référencement, enfin vraiment on s'en sortait pas dans les opérations et très vite on était capé dans la croissance. On s'est dit ok, on va tester le Messenger juste pour se rendre compte de est-ce que les vendeurs sont capables de faire des photos bien, est-ce qu'ils sont capables de nous faire des descriptions bien. Et en fait, on s'est rendu compte que 1, oui, ils sont capables, mais 2, c'est hyper simple et que grâce à Messenger, on arrive à les onboarder en 5 minutes. Alors aujourd'hui, après 1 an quand même, on voit les limites du système. Voilà. Mais entre-temps, ça nous a permis de lever de l'argent, ça nous a permis de prouver un modèle, ça nous a permis de recruter des gens qui croient en notre projet. Et maintenant, on a une équipe qui nous permet de développer tout ça en interne de manière sereine, quoi. Trop bien. Il y a 2 choses supplémentaires, c'est que 1, ça nous a permis d'apprendre énormément effectivement sur le marché et du coup maintenant de développer l'app de manière beaucoup plus éclairée que ce qu'on aurait fait à l'origine. Je pense qu'on aurait développé l'app il y a 1 an quand on en a parlé et que tu m'as dit surtout pas, genre essaye de faire autre chose.
t'as raison, parce qu'à l'époque, je pense que je l'aurais mal développé. On aurait pris du temps, ça nous aurait demandé énormément d'argent pour au final faire un truc approximatif et avoir énormément de maintenance derrière sur ça. Surtout que faire des V30 d'une app, c'est compliqué à faire télécharger au mec. C'est toujours un peu complexe. Là, on sait qu'on la développe avec déjà 1 an d'expérience derrière, de retour, et avec 100 vendeurs qui sont OK pour s'asseoir n'importe quand autour d'une table et pouvoir discuter ensemble de comment doit être l'UX, etc. Et la dernière chose aussi, j'avais pas forcément anticipé ça, mais ça a vraiment été un point positif quand on a dû lever de l'argent. Parce qu'on est allé voir des investisseurs et on leur a dit, on a été malin en fait. On n'a pas attendu de cramer 50 000 balles ou on n'a pas attendu 6 mois pour pouvoir tester le marché. Nous, ce qu'on a voulu, c'est aller au plus propre, au plus vite et tester notre modèle. Et du coup, je pense que pour les gens qui nous accompagnent aujourd'hui, ça dénote aussi d'une capacité d'adaptation et l'envie de délivrer vite, d'avancer et de tester et de corriger derrière. Trop bien Camille, merci beaucoup. Avec plaisir. Trop cool. Merci à toi. Bon, on a parlé des logiciels, on a parlé de si on était non-codeur ou si on était codeur. Et pour les autres, pour les autres, si tu as un produit physique, finalement les problématiques vont être les mêmes. Il faut que tu te poses la question de savoir comment tu fais pour utiliser le moins de ressources possible pour pouvoir créer une première version qui a le moins de fonctionnalités possible mais qui va quand même réussir à résoudre les problématiques des gens. Prototyper un produit physique, ça peut passer par 2 choses. Si c'est un textile, quelque chose comme ça, dans beaucoup de cas, il va falloir passer par une usine qui va pouvoir te proposer un prototype, essayer de négocier avec cette usine parce que très souvent, elles vont te proposer de faire des centaines ou des milliers de pièces et t'as pas forcément l'intérêt de le faire si tu veux seulement prototyper et voir si tu peux vendre la première version de ton produit. Par contre, en négociant bien, tu peux avoir une première version qui est intéressante. Si tu fais du hardware électronique, il y a plein de possibilités pour toi. Genre, tu peux apprendre à prototyper avec des imprimantes 3D en allant dans des lieux comme Usine.io où tu vas rencontrer plein de gens qui sont passionnés de hardware et qui vont pouvoir te donner des conseils. Tu vas avoir accès à des machines qui coûtent très cher où tu vas pouvoir usiner tes propres pièces. Tu vas pouvoir trouver des cartes mères, ensuite utiliser des outils comme Arduino, des Raspberry Pi, etc. En tout cas, il y a vraiment plein de choses à apprendre qui sont très intéressantes dans le prototypage de produits physiques et de produits hardware. Je m'y connais un petit peu moins, mais par contre, la logique reste la même. La logique reste la même, c'est comment j'en fais le moins possible pour résoudre un minimum les frustrations et les motivations qu'on a observées chez les utilisateurs en faisant notre recherche initiale. J'ai déjà dit ça dans l'épisode 2, mais je pense qu'il faut insister sur le pricing. En termes de pricing, encore une fois, si ton produit est voué à devenir payant à un moment, fais-le payer dès le départ. Et pour ça, il y a quelques outils dont je voudrais parler rapidement, certains sur lesquels on est déjà passé. Si tu fais un produit software, mon conseil c'est d'utiliser Stripe. Il y en a d'autres. Il y a Adyen, il y a quelques autres outils qui te permettent d'inclure des flots de paiement dans ton site ou dans ton application. Pour moi, Stripe est vraiment hyper performant. Comment ça marche Stripe? En fait, dans ton code, tu vas pouvoir aller implémenter des workflows de paiement, tu vas pouvoir générer des abonnements, du coup ça va débiter la personne sur sa carte de manière régulière, tu vas pouvoir gérer la retransmission de fonds entre différents acteurs si tu es une marketplace. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses que Stripe propose. Le prix est franchement pas élevé. Et le gain de temps par rapport à toutes les autres solutions que tu peux essayer sur le marché est quand même plutôt gigantesque. Donc, te pose pas la question si tu as un produit software, va sur Stripe. Ensuite, si jamais tu fais pas un produit software, là, tu as vraiment plein de possibilités qui s'offrent à toi pour vendre ton produit physique. Pour moi, les meilleurs, ça va être Shopify, Squarespace, ou alors faire comme dans l'épisode 2 et utiliser un Typeform dans lequel tu vas mettre un formulaire Stripe, ou alors se faire payer en cash ou par virement. Genre vraiment, il y a plein de manières de se faire payer. Shopify est très puissant. C'est relativement limité à grande échelle. Par contre, pour commencer, pour aller vite
créer la première version de son e-commerce et vendre rapidement des produits, donc rapidement tester si ta première version fonctionne, c'est hyper efficace. Il y a des concurrents, il y a PrestaShop, etc. qui vont potentiellement être un peu plus avancés en termes de fonctionnalité au fur et à mesure que tu fais grossir ton business. Mais au départ, franchement, mon conseil, c'est Shopify. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à utiliser toutes les ressources qui sont à ta disposition, ce que vraiment tu peux utiliser toi-même pour créer une première version simple qui va plaire aux gens parce qu'elle va résoudre leurs problèmes et qu'elle va matériellement améliorer leur vie. On est sur ça dans la création de produits. En fait, si on met ça dans d'autres termes, l'idée c'est de créer le produit le plus simple possible pour qu'il soit viable sur le marché. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à résoudre les frustrations et les motivations de tes utilisateurs en passant le moins de temps possible à développer ce produit. Plus tu passes de temps, plus tu t'exposes à créer un produit qui est trop complexe et qui va être un peu overkill, tu vois, par rapport à ce que tu veux régler comme problème. Et en fait, ça porte un nom. Ça a été conceptualisé de nombreuses fois, notamment dans le bouquin Lean Startup, qui est un bon bouquin, même si ça reste une méthode et que je suis pas un grand fan de méthode. En fait, ce qu'on cherche à faire là, quand on crée la première version de notre produit, c'est un MVP, le Minimum Viable Product. C'est vraiment la version initiale qui va te permettre de tester si tu résous ou pas le problème que tu avais détecté chez les gens qui composent ton marché. Une fois que ton MVP est prêt, une fois que tu as tout créé et que ta première version elle est simple, qu'elle te demande peu de ressources et que tu peux la vendre, il faut arriver à le vendre. C'est ça tout l'enjeu. Si tu en as déjà vendu, cool. Ça veut dire que déjà tu peux livrer les premières versions de ton produit aux gens qui ont précommandé ton produit ou qui l'ont acheté tout simplement. Et tout l'enjeu, une fois que les gens ont ta première version entre les mains, ça va être de bien observer leur comportement, de savoir comment ils l'achètent, dans quel contexte, ou comment ils l'utilisent, dans quel contexte, et surtout comment ils font pour s'en servir vraiment et est-ce que ça règle vraiment leurs problèmes. Et tout ça, c'est des questions de tracking, de métriques à mettre en place, de bons outils aussi pour observer vraiment le comportement, de parler de nouveau à ses utilisateurs pour comprendre comment ils vivent l'utilisation de ton produit. Et tout ça, c'est ce dont on va parler dans l'épisode 4.